Allô, bonjour à tous et bienvenue à cette session de ce matin. Comme je vous ai dit hier, ok, veuillez m'excuser. Donc, je vous ai annoncé hier que nous allons étudier ce matin le protocole OSPF. Nous l'avons déjà découvert dans le cadre du TP, la séance de travaux pratiques d'hier. Alors, pour commencer, nous allons regarder l'introduction. OSPF is an interior gateway protocol designed for IP networks that is founded on principle or on the principles of link state routing. C'était déjà écrit en titre, link state routing. The link state behavior provides many alternative advantages for medium and even large enterprise networks. Its application as IGP is introduced along with relevant information or relevant to the understanding of OSPF conversions, la convergence encore, and implementation for supporting OSPF in enterprise networks. Alors, la deuxième phrase vous dit OSPF est approprié pour les réseaux de moyenne et de grande taille, les réseaux d'entreprises de moyenne et de grande taille, medium and even large enterprise networks. Et nous avons retenu certains protocoles à état de lien, de routage à état de lien. Nous ferons la différence tout à l'heure. Ça peut donc tenir. Et il y a le terme Interior Gateway Protocol, c'est-à-dire protocole déployable à l'intérieur de systèmes autonomes. Nous avons déjà introduit ce que c'est qu'un système autonome. Ok, je crois que les microphones sont fermés maintenant. Nous allons continuer. Regardons les objectifs. Upon completion of this session, you will be able to explain the OSPF convergence process. Donc, être capable d'expliquer le processus de convergence de OSPF. Describe the different network types supported by OSPF, les différents types de réseaux sur lesquels OSPF peut être déployé. Successfully configure single area OSPF network. Ce que nous avons déjà fait hier, en fait, nous reprendrons dans d'autres TP, c'est-à-dire le minimum, configurer des réseaux OSPF avec une seule zone, single area. Oui, c'était Area 0 que nous avons utilisé hier, la première zone que l'on définit lorsqu'on configure OSPF. Alors, que signifie OSPF? Shortest, Open Shortest Path First. Donc, le chemin le plus court, ouvert d'abord. Hein? Le chemin le plus court, ouvert d'abord. C'est-à-dire que dans le processus, nous avons dit que le routage, c'est deux choses, déterminer les routes et choisir la route optimale. La route optimale ici, c'est quoi? Le chemin le plus court ouvert. Hein? On prend le chemin le plus court. Alors, quels sont les avantages de ce protocole? Nous avons
trafic de routage minimal, c'est-à-dire le trafic généré, échangé entre les routeurs dans le cadre du routage est vraiment minimal. On parle de overhead, comme vous savez. Donc, on dirait aussi un overhead faible, une surcharge faible. Convergence rapide. Oui, c'était un objectif. Nous avions dit, avec STP, on a dû développer une nouvelle version ou bien un nouveau protocole appelé RSTP, toujours à la recherche de la convergence rapide pour que le processus de calcul de l'arborescence soit plus rapide que ce que l'on avait dans le protocole original. Vous pouvez comprendre, on a utilisé les ponts avant. Et le OSPF est venu longtemps après. Je ne veux pas dire qu'il y a un lien direct entre les deux, mais sachez que la communauté avait été déjà confrontée à ce problème de convergence pour des protocoles pareils. Donc, quand on a développé OSPF, on a pris la convergence comme un critère très important. Et en passant, c'est l'un des protocoles récents, en fait les plus récents. Il est vieux de plusieurs décennies, mais par rapport aux autres, quand vous allez citer plusieurs protocoles, il va être parmi les plus récents, surtout dans sa catégorie. Il est venu après RIP, après qu'on ait utilisé RIP pendant beaucoup d'années. Donc, on savait ce que l'on a eu comme expérience avec le premier protocole RIP. On a intégré tout cela dans le développement de OSPF. Alors, scalable, ça c'est le terme anglais que j'adopte aussi. On peut traduire par adaptatif ou bien évolutif. C'est-à-dire que le protocole, vous le déployez et quand la taille de l'infrastructure augmente, ok, on peut le reconfigurer, le modifier pour l'adapter à la structure. On dit que le protocole s'adapte à l'évolution de l'infrastructure. Vous avez vu dans l'introduction tout à l'heure, on a dit que OSPF présente des avantages aussi bien pour les réseaux d'entreprises de petites, de moyennes taille que pour des réseaux d'entreprises de grande taille. D'accord? Donc, il n'y a pas un point au niveau de la taille de l'infrastructure où le protocole devient inefficace ou bien perd ses avantages. Alors, les métriques de route précises, accurate route metrics. Oui, on parlait des critères de routage. OK? Et quand nous regardions la table de routage, surtout sur Windows, vous avez vu métrique. Jusqu'ici, nous utilisons Q comme métrique en général. Mais je vous avais dit qu'en théorie, on peut, pour le routage, utiliser plusieurs métriques à la fois. Mais seulement les équipements n'implémentent pas tout ça pour des raisons de performance. On va implémenter chaque fois le coût et on va l'interpréter selon le contexte ou bien la préférence. Par exemple, le coût, nous avons vu qu'on le calcule avec OSPF essentiellement en fonction de la vitesse de transmission de la liaison. Alors, vous avez la structure, c'est bien que c'est pas marqué ici. Nous avons parlé des avantages sur cette diapositive. Et à l'introduction, on vous a dit OSPF est un IGP, Interior Gateway Protocol, c'est-à-dire un protocole de routage qui est employé à l'intérieur de systèmes autonomes. Rappelez-vous cette structuration. Nous avons dit qu'un réseau, on le place sous l'administration de la même entité. Je disais que généralement, c'est l'entreprise propriétaire du réseau qui est donc l'entité chargée d'administrer ce réseau. Donc,
on emploie OSPF et ce type de protocole que l'on emploie là-bas. Ça, c'est donc IGP, ce n'est pas un nom de protocole, c'est le nom d'une catégorie de protocole. Et dans cette catégorie, on a OSPF, on a RIP, on a IS, IS. Et chez le concurrent de Huawei, nous avons des protocoles propriétaires. Voilà les protocoles standards. Okay? OSPF, c'est une norme Internet, un standard Internet, tout comme RIP aussi. Et ISIS, c'est un standard OSI. D'accord? Avec beaucoup de ressemblances de OSPF. Ce sont donc des protocoles que l'on va déployer à l'intérieur des systèmes autonomes. Maintenant, pour l'interconnexion de systèmes autonomes, on utilise des protocoles appelés EGP, Exterior Gateway Protocol. Le plus connu aujourd'hui, c'est BGP. Je crois que nous allons y arriver. Donc, c'est ça. Vous voyez donc, ça c'est une structure ici. Ça peut bien être un réseau d'entreprise comme ça pouvait être des réseaux d'entreprise. Je vois surtout site ici. Donc c'est un réseau d'entreprise, site A, site B, site C. Vous voyez ici, nous avons OSPF sur ce site, OSPF là-bas, ok, OSPF ainsi. Et donc, l'interconnexion, on peut par exemple utiliser OSPF sur MPLS. Maintenant, si c'était un réseau, une interconnexion de plusieurs réseaux d'entreprises, entreprise A, entreprise B, entreprise C, on utilise OSPF ici, en fait, les protocoles intérieurs IGP sur les trois sites, mais pour l'interconnexion, on utilise un protocole EGP. Je dis ici, on avait affaire ici à une interconnexion de plusieurs réseaux d'entreprises. Parce que là, ce n'est plus la même autorité d'administration. On sort de système autonome. Il y a une communication à travers les frontières de systèmes autonomes différents. Donc, du coup, on doit utiliser un protocole de type EGP. Et je vous ai dit, le protocole dominant, c'est BGP, Border Gateway Protocol. Peut-être ça ne va pas apparaître dans ce chapitre, mais c'est bon de noter déjà, peut-être que c'est dans votre document, Border Gateway Protocol. Il ne faut pas perdre des points à la certification à cause de sigles. OK? Alors, je crois que c'est bien la suivante ici, la diapositive suivante. Nous allons nous lancer dans l'étude de OSPF et nous allons commencer par son comportement de convergence. Voici, comme hier, par exemple, trois routeurs qui forment un système autonome sur lequel nous avons déployé OSPF. Vous avez vu, chaque fois que je déclarais un réseau, ou bien au fur et à mesure que nous déclarions les réseaux, vous voyez les messages d'échange, je vous disais que là, maintenant, il retrouve un voisin. Dès que l'OSPF est activé, le réseau ou bien le routeur recherche des voisins avec qui il va échanger des informations de routage. Ils lui disent, bon, en fait, ils se disent bonjour. Ici, on dit hello, n'est-ce pas? Alors, échanger les informations de routage se passe par ce qu'on appelle le LSA flooding. C'est-à-dire qu'un routeur diffuse l'état
du réseau autour de lui à travers, diffuser, ça veut dire envoyer à tous ses voisins, pas à tous les routeurs de l'infrastructure, non, à tous ses voisins. S'il a 3 voisins, il envoie aux 3 voisins dans une infrastructure qui peut avoir peut-être, je ne sais pas, des centaines de routeurs. Donc, il envoie ce qu'on appelle le LSA, Link State Advertisement. Ce n'est pas écrit ici. Donc, je vais devoir. LSA signifie Link State Advertisement. Donc, il publie publication de l'état de lien, pour dire l'état du réseau autour de lui. Okay? Au départ, c'est en fait l'état, c'est l'ensemble des liaisons existantes avec leurs caractéristiques. Alors, on dit que LSA flooding, inondation de LSA, parce qu'il envoie ça en broadcast, d'accord? Chaque routeur entretient une base de données pour ces informations. OK? Chaque routeur entretient une base de données pour ces informations. Cette base de données est appelée Link State Database. C'est ça ici. OK? Donc, le routeur, vous allez avoir, nous sommes sur qui ici? C'est global ici, c'est-à-dire en fait, ça va faire une base de données distribuée. On regarde au niveau de l'infrastructure. Là-dedans, donc, il y aura le link state advertisement provenant de A, le link state advertisement provenant de B. Donc, une base de données distribuée, si on voit au niveau de l'infrastructure, une base de données distribuée contenant les états des réseaux autour de chaque routeur. Alors, chacun calcule donc à partir de cette base de données. Je vous ai dit que un routeur a une portion de cette base de données globale à son niveau. Et ne va considérer que ce qu'il a dans sa portion de la base de données. Ce n'est pas qu'il a, s'il y a 100 routeurs, il y aura ici une base de données lourde avec des informations provenant de tous ces routeurs. Non, chaque routeur va maintenant calculer ce que l'on appelle le shortest path à partir en appliquant le shortest path first algorithm. Je reprécise, le routeur applique le shortest path first algorithm, ok, et ça lui permet d'obtenir le shortest path, qui est en fait un arbre, une arborescence. Vous comprenez encore notre situation, éviter les boucles. L'algorithme permet en même temps donc de résoudre le problème de boucle que nous avons évoqué au niveau de la couche 2 avec les switches. Et comme résultat, ça c'est le premier résultat de l'application de l'algorithme. Le second résultat, c'est la table de routage. Oui, en définitive, c'est l'outil de travail, ok, de chaque routeur. Il obtient cette table de routage comme résultat, comme output de l'application du SPF algorithme sur la base de données. La base de données synonyme des informations dont il dispose, les informations à sa disposition sur le compartiment du réseau dans lequel il se trouve. Nous avons vu hier, nous affichons la table de routage, nous voyons dedans les routes qui ont été déterminées par OSPF. Donc, il viendra donc ajouter, quand on avait 2 routes, ça veut dire que, vu au niveau du protocole OSPF, on va avoir 2 entrées ici,
Et cette table de routage s'ajoute maintenant aux autres routes qui ont été déjà calculées par d'autres moyens. Par exemple, euh, par les liaisons directes, ça c'est évident. Peut-être par un autre protocole de routage. Ce qu'il y a de formidable dans tout, tout le dispositif de routage, c'est qu'un routeur peut exécuter plusieurs protocoles à la fois. Donc, vous pouvez avoir une situation où vous avez ce routeur, lui, avec deux pieds là-bas, il est dans un réseau OSPF, et de ce côté, il est plutôt dans RIP. D'accord? Ça veut dire que toutes les routes qu'il va obtenir de ce côté en utilisant le protocole RIP seront disponibles dans sa table de routage. Et tout comme les routes qu'il va trouver de ce côté en utilisant le protocole OSPF seront toujours dans la table de routage. OK? Et c'est même encore plus complexe. On peut avoir des ovallées du même côté, c'est-à-dire OSPF et RIP pour certaines interfaces, c'est-à-dire dans la même infrastructure. Il y a des réseaux qui sont plutôt dans OSPF et des réseaux synonymes de port qui sont plutôt dans RIP, par exemple, ou bien dans ISIS. Et tout ça donc, va figurer dans la table de routage. Et vous comprenez davantage pourquoi on utilise la préférence. La préférence est primordiale pour discriminer entre ces protocoles. On va se retrouver par exemple ici maintenant avec une route qui mène de routeur C vers le routeur A, déterminée par OSPF, et en même temps une route déterminée par RIP, déterminée donc par RIP. Alors, à l'aide de la préférence, on va choisir d'abord OSPF, la route OSPF. Et ce n'est qu'au cas où cette route devient indisponible qu'on passe à la route RIP. Donc, très intéressant. Je crois que vous avez une fois retenu ceci, le processus de convergence. Et quand on a tout ceci, les deux outputs, à savoir l'arborescence du réseau, ça c'est en fait donc le réseau logique tel que le routeur voit. Et la table de routage, ça veut dire que le processus a convergé. Parce que le titre, c'est comportement de convergence de OSPF. Alors, pour être présent dans OSPF, un protocole, un routeur doit avoir un identifiant. Vous avez vu cela hier, je crois que ça nous aide beaucoup ici maintenant. Je vous avais dit, un identifiant de routeur, c'est 32 bits, tout simplement. Et nous utilisons les adresses IP, en fait, avec la même notation décimale pointée, n'est-ce pas? 32 bits. Mais ce identifiant de routeur, ce n'est pas une adresse IP qui va être utilisée pour la communication. Vous, en tant qu'administrateur, vous voulez, par exemple, quand vous avez une infrastructure importante, ok, il y a un problème qui va obliger à procéder au diagnostic. Vous devez donc regarder les informations sur le protocole de routage. Et en ce moment, ce sont les identifiants des routeurs qui vont apparaître quand vous affichez les informations sur le protocole de routage qui est actif, que ce soit OSPF ou un autre. Vous avez vu la commande, je veux dire, il faut fixer l'identifiant au moment où vous créez le processus OSPF. Au moment où vous activez OSPF, ça vous permet de savoir que pour le routeur A, vous avez donné l'identifiant 1 4 fois et pour B 2 4 fois. Si vous ne faites pas, lui, il va prendre une des adresses IP
disponible comme identifiant du routeur. Donc, si on active le processus OSPF sans spécifier l'identifiant du routeur comme nous avons fait hier, alors il pique l'une des adresses ici. Et en ce moment, vous n'avez plus de contrôle sur l'adresse qu'il va piquer. Si c'est un routeur peut avoir facilement 5 ports comme cela, donc ça fait 5 adresses IP quand vous êtes dans une infrastructure importante. D'accord? Il va prendre l'une des 5 adresses. Il n'y a pas de règle. Il pique. Maintenant, vous allez juste constater. Et ça devient un problème parce que vous ne pouvez pas retenir cela. Ça ne respecte pas. Les identifiants ne vont pas respecter une certaine nomenclature de désignation que vous avez fixée. Donc, vous ne pouvez pas voir. Quand vous fixez l'adresse comme ça, vous pouvez partir par exemple de site. Un peu comme vous voyez ici, site A c'est 1, site B c'est 2, site 3 c'est 3. D'accord? Donc, l'adresse IP que le routeur va piquer et utiliser comme identifiant de ce routeur dans le processus OSPF ne pourra pas vous fournir de l'information sur quoi que ce soit. Donc, et le diagnostic, comme j'évoquais tout à l'heure, va être très compliqué. Vous allez voir un identifiant, mais ça ne vous permet pas de déduire que c'est le routeur RTA ou bien c'est RTB, et ainsi de suite. Nous pouvons avancer. Alors, comme annoncé dans l'introduction, un autre point important, ce sont les types de réseaux supportés par OSPF, les types de réseaux sur lesquels on peut déployer OSPF. Et là, je peux dire que OSPF se déploie partout, en fait, sur tous les types de réseaux que nous rencontrons. C'est parfois juste des adaptations qu'il faut effectuer. Donc, nous avons ici Supported OSPF, Supported Network Types. Alors, il y a d'abord les réseaux de type broadcast. Donc, si vous êtes dans un environnement, une technologie réseau basée sur le broadcast, alors OSPF fonctionne à merveille là-bas. Et naturellement, vous allez voir tout à l'heure comment on a adapté cela. Vous savez, broadcast, c'est toujours un problème. Si euh, je disais qu'un routeur s'adresse à ses voisins. OK? Le flooding que vous avez vu là. Maintenant, dans le broadcast, tout le monde est voisin de l'autre. Hein? Si vous prenez le A là, il est voisin de tout le monde. Pourquoi? Parce que c'est le broadcast, il n'y a pas de... Qu'est-ce que je vais dire? Quand une machine injecte une trame ici sur le médium, le bus que vous voyez, alors il atteint tout le monde. Donc tout le monde est voisin de l'autre. Si vous avez donc 15 routeurs comme cela sur un bus, ça veut dire qu'un routeur a 14 voisins. Regardez-vous donc chacun va se retrouver en train de communiquer avec chacun des autres routeurs restants. Ça devient au niveau logique, au niveau des flux communicationnels, une topologie entièrement maillée. Donc, Ethernet-based networks adopt the broadcast network type by default. C'est clair, même avec le passage à la commutation, par défaut, on considère Ethernet comme étant un réseau de type broadcast. Alors, quel type de réseau aussi? Nous avons le broadcast particulier, c'est-à-dire formé uniquement d'un réseau
ou bien un réseau formé uniquement d'une liaison physique, comme nous avons eu entre les routeurs. À plusieurs reprises, nous avons dit que le, la liaison entre deux ports, liaison directe par un câble entre deux ports de routeur représente un réseau entier. D'accord? Ce réseau ici, c'est de type broadcast quand il s'agit d'un câblage local, gigabit Ethernet de type Ethernet, de la famille Ethernet. Par contre, si entre les deux routeurs, là, nous utilisons plutôt une liaison série. Vous avez dit que les liaisons série sont utilisées pour la grande distance. Alors, s'il s'agit aussi d'un réseau composé uniquement d'une liaison physique, mais pour OSPF, c'est de type point à point. Vous voyez bien la différence. Ici, broadcast, parce que vous avez le type Ethernet, ce sera donc port gigabit Ethernet. Vous avez vu les équipements que nous avons là, il n'y a pratiquement plus de, il n'y a pas, pratiquement pas de face Ethernet dedans. Donc, c'est essentiellement gigabit Ethernet aujourd'hui. Là, c'est le broadcast. Ici, c'est une liaison série. C'est du point à point. Et les deux protocoles rencontrés régulièrement sur ces liaisons série aujourd'hui, c'est le PPP et HDLC. Donc, OSPF fonctionne dessus. Pas de problème. Alors, nous passons à cette catégorie qui n'existe pratiquement plus. Nous avons ATM and Frame Relay. ATM. ATM. Vous connaissez? Asynchronous. La technologie des années 90. Tout le monde disait que c'est ça. Il y a eu des thèses de doctorat sur ATM, mais curieusement, mode. Et donc, mais les choses se sont refroidies autour de ATM rapidement, tout comme Frame Relay. Mon professeur de réseau avait dit que Frame Relay appartient au passé. Qu'est-ce que j'ai dit? Le FR que vous avez là, c'est Frame Relay. Vous pouvez imaginer depuis l'époque, n'est-ce pas? Mais seulement au niveau des équipements Huawei, il y a encore ce Frame Relay. Peut-être qu'ils voulaient encore relancer. Si vous regardez, il y a un groupe d'équipements là, ils pourraient revenir dessus, qui porte sur le Frame Relay. Ils n'ont pas de ATM ici. De la même façon que l'intelligence artificielle est revenue en informatique, ok? Peut-être que ATM pourra encore retrouver une seconde vie. Parce que, quand j'étais en deuxième ou troisième année, euh, j'ai assisté à une conférence d'un des spécialistes les plus respectés de l'intelligence artificielle de l'époque. Il disait en quelque sorte, nous avons voulu atterrir sur Mars, mais nous devons aujourd'hui reconnaître que nous nous sommes retrouvés au sommet d'un arbuste. Hein. Vous pouvez imaginer. Donc les choses s'étaient aussi refroidies autour de l'intelligence artificielle à l'époque comme cela. Peut-être parce que, honnêtement, la capacité technologique n'était pas là, je veux dire là, la performance des équipements à l'époque. Et aussi, la base de connaissances en général était peut-être insuffisante pour cela. Et on l'avait pratiquement oublié. On n'a plus entendu parler d'intelligence artificielle après, et c'est revenu. Et je dis donc que ça a été comme ça dans les années 90. Tout parlait de ATM. Et il y a eu une entreprise américaine avec qui a fait son apparition comme ça, je crois que c'était Ford System. Et on disait, voilà l'entreprise qui va peser bientôt plus lourd que Microsoft, vous savez, l'entreprise de l'autre là,
qui est derrière les vaccins aujourd'hui. C'était l'entreprise la plus lourde dans le domaine de IT à l'époque. Donc, cette entreprise s'était spécialisée sur la fabrication des commutateurs ATM. Mais je dis, après les choses, je crois qu'elle a disparu. Vous pouvez chercher sur Internet, savoir comment elle a évolué, certainement rachetée ou bien tout simplement fermée. Alors, c'était une parenthèse. Disons donc que les deux réseaux ATM et Frame Relay offrent deux types de réseaux du point de vue de OSPF. Nous avons déjà vu le broadcast, nous avons déjà vu le point, le point à point to point. Maintenant, je dis aussi deux types de réseaux ici. Que ce soit dans Frame Relay, regardez bien, c'est ATM ou bien Frame Relay, on peut avoir le déploiement ici, appelé dans le langage OSPF, Non-Broadcast Multi-Access. Retenez NBMA. Non-Broadcast Multi-Access. Okay? C'est donc les routeurs sont reliés entre eux par des circuits virtuels. Ça, c'est le routeur ATM ou bien Frame Relay. Donc, il y a des liaisons virtuelles entre les différents routeurs. D'où le terme multi-access et c'est non-broadcast. À partir du moment où il y a un circuit virtuel entre tous les équipements, si le routeur veut communiquer avec celui-ci, il utilise le circuit virtuel correspondant. S'il veut communiquer plutôt avec celui-ci, il utilise le circuit virtuel et au lieu d'envoyer tout juste un paquet ici qui va donc être diffusé ici sur les autres ports, comme nous le savons, pour qu'en définitive, ce soit le routeur correspondant qui va le recevoir. C'est pourquoi on dit non-broadcast. Ici, point to multi-point. Vous avez vu ici, transfert les liaisons séries que nous avons. Okay? Nous avons du point à point aussi, point à point. Vu du côté de ce routeur, il a un point à point, un autre point à point ici pour atteindre celui-ci, dans deux segments de liaison point à point, deux autres segments de liaison point à point. Donc on dit point to multi-point, aller d'un ici à l'autre par des liaisons point à point. Alors on dit ATM and Frame Relay default to non-broadcast multi-access, tel que vous voyez là. Donc, par défaut, les deux technologies, c'est ça. OK? Et vous avez un petit DR ici, celui que nous allons revenir dessus tout à l'heure. Designated router. Designated router. Nous allons revenir dessus. Je peux effacer là. OK, là maintenant c'est bon. OK, nous arrivons effectivement à ces fonctions, un peu comme nous avons vu la racine dans le protocole STP, n'est-ce pas? Nous avons deux routeurs particuliers ici, ce qu'on appelle le routeur désigné et le routeur désigné de backup, ou bien le backup du routeur désigné. D'accord? Designated routers limit the number of agencies necessary in broadcast Ethernet networks. Tout part de là. Je vous disais tout à l'heure, sur une infrastructure de type broadcast, tout le monde est voisin de tout le monde. OK? Donc, si on prend le A, il a trois voisins. Vous prenez le B, il a trois voisins. Vous prenez le D, il a trois voisins, ainsi de suite. Sur cette représentation.
Les voisins, ça veut dire que là maintenant, il va envoyer, B va envoyer ce LSA à 3 personnes. L'autre va envoyer encore ce LSA à 3 personnes. Lui à 3 personnes, ainsi de suite. Vous voyez comment le nombre de paquets se multiplie ou bien est multiplié par un facteur trop élevé. Pour limiter cela, on réserve la fonction, le rôle de diffusion ou bien, je vais dire, de publication de l'état du réseau à un seul routeur, le routeur désigné, DR, Designated Router. Dans un réseau broadcast, c'est lui qui est le seul à informer les autres de l'état du réseau. Peut-être quand je dis dans un réseau de type broadcast, dans une configuration de type broadcast. D'accord? Je dis, c'est le DR. J'étais en train de vouloir modifier un peu ce qu'on a là pour dire que vous voyez d'abord les 3 ci. Donc, le DR entretient les relations de voisinage avec les autres dans la configuration broadcast. C'est lui. C'est lui qui doit leur envoyer les paquets pour dire comment se porte le réseau, comment se présente le réseau. Et vous savez, ça se fait au départ et après, il faut entretenir ou bien il faut renouveler ces informations. D'accord? C'est pourquoi vous voyez donc ces 3 liens. Maintenant, comme c'est une fonction extrêmement importante, on lui trouve un backup. Il a toujours un backup ici maintenant. Et ce backup a aussi donc les mêmes relations, en fait les relations de voisinage avec les autres. Voilà uniquement les deux. Pour cette configuration avec 4 routeurs, ça vous fait donc combien? 3 relations pour le DR et 3 relations pour le BDR, ça fait 6. C'est tout. Et encore, il faut savoir que pendant que le DR est là, les relations du BDR ne jouent pas. Donc, en définitive, on a à un moment donné uniquement 3 relations pour remplacer ce qu'on aurait dû avoir en respectant le broadcast, c'est-à-dire 3 fois 4, ça ferait combien? 12. Chaque routeur entretient 3 relations de voisinage. Et pour les 4, donc, ça fait 12. OK? On réduit cela à 3 avec le concept de routeur désigné et de routeur désigné de backup. Je crois que c'est clair. Alors, regardons cela en détail. Les relations avec le DR et le BDR. On dit donc, defines form of relationship between neighbors. 2 neighbor states are possible, neighbor and adjacent. OK? Une fois qu'on a introduit le concept de routeur désigné, OK, nous distinguons désormais entre 2 relations de voisinage, 2 types de relations de voisinage. Il y a la relation de voisin et la relation d'adjacent. Je reprends. Relation de voisin et relation d'adjacent. Les 4 ci sont des voisins. Ça, c'est clair. Dans cette configuration broadcast.
Si je suis au routeur A, il a pour voisin B, il a pour voisin C, il a pour voisin D. D'accord? C'est pourquoi vous voyez ici, neckboard. Mais maintenant, pour le déploiement de OSPF, le fonctionnement de OSPF, pour implémenter effectivement la réduction des liens, on va maintenant déclarer ou bien déterminer les relations d'adjacence. Ce routeur A ne doit avoir de relation de voisinage qui devient relation d'adjacence qu'avec le routeur désigné et le routeur désigné de backup. Donc, chaque routeur détient désormais deux relations uniquement, avec le routeur désigné et le routeur désigné de backup BDR. Ceci n'est plus là, ceci ne joue plus dans OSPF. Voici une relation de voisinage qui reste, qui n'est pas devenue relation d'adjacence d'après OSPF, donc ça ne compte pas dans le fonctionnement de OSPF. Et si vous avez compris, vous pouvez donc dire, ou bien on pouvait comprendre quand on dit, pour être adjacent, il faut d'abord être voisin. OK? Pour être adjacent, il faut d'abord être voisin. D'accord? Quand on est voisin, on peut être éventuellement adjacent. Je formule autrement. Ok, c'est clair. De la même façon, l'autre, si vous prenez le B, il a trois relations de voisinage avec A, avec C, avec D, mais il aura uniquement quoi? Les deux relations d'adjacence aussi, avec le DR et le BDR. Nous avançons. Alors, comment est-ce que ces relations sont établies? Dès que les machines sont en contact, en fait, deviennent actives, configurées OSPF normalement, OK? Voici le chronogramme que je ne vais pas détailler ici, mais constatez, les routeurs se découvrent d'abord comme voisins, jusqu'ici. Je crois que c'est bien clair. D'accord? Vous voyez, ça commence par down, c'est-à-dire que la machine est éteinte, elle n'est pas opérationnelle au sens de OSPF. Il faut bien comprendre. Si vous avez une machine allumée, comme vous avez vu hier, je suis passé d'un routeur à l'autre. La machine, du point de vue de OSPF, est down, down. Elle n'a pas de OSPF activé. Alors, il sort de down quand vous avez activé OSPF sur la machine. Et donc, quand vous activez comme cela, la machine découvre ses voisins. OK? J'ai dit tout à l'heure, quand on est voisin, on peut être éventuellement adjacent. Le voisinage, l'établissement des relations de voisinage s'arrête ici, c'est terminé ici. Maintenant, qui va effectivement échanger les informations OSPF avec qui? On continue maintenant pour négocier l'adjacence. D'accord? On continue pour négocier l'adjacence. Le titre, c'est bien Link State Establishment. D'accord? Donc, en deux phases, les routeurs se découvrent et après, donc, on établit les relations d'adjacence parmi les voisins. Deux voisins qui ne se sont pas retrouvés adjacents ne vont pas échanger de messages OSPF. State
changes allow for netball relationships to be achieved. Alors, nous allons dire, on établit le voisinage. Chacun découvre son voisin, n'est-ce pas? À travers ce qu'on appelle ce processus est appelé netball discovery, découverte, découverte du voisin. Voilà donc le paquet échangé dans le cadre de la découverte du voisin. The Hello protocol is responsible for netball discovery, première fonction, and maintenance for two-way communication between netballs. Ça, c'est la première phase que nous avons vue ici. Celle-ci, là, jusqu'ici. Donc, le Hello protocol, le protocole de salutation. OK? Vous voyez, entre autres, qu'est-ce qu'on a dedans? Hello interval. L'intervalle de salutation, c'est un processus permanent. Il faut maintenir la relation de voisinage. OK? Après un certain temps, tu es encore là, voisin. Bonjour, voisin, bonjour, voisin, bonjour. Ainsi de suite. C'est ce que nous savons déjà. Alors, quelque part, pour la négociation, pour l'élection, je crois qu'après, nous arriverons à l'élection des routeurs particuliers dont nous avons parlé. Il y a la priorité du routeur et des options. Vous voyez ici, route date interval. Nous avons eu ceci avec STP. C'est semblable à ce que nous avons appelé là-bas max age, n'est-ce pas? Où nous disions que si la racine ne donne pas signe de vie sur cette durée, les autres vont conclure qu'il est en panne, ok, qu'il connaît un dysfonctionnement et déclencher le processus de négociation du spanning tree, n'est-ce pas? Donc, vous voyez les mêmes idées qui reviennent. Donc, route date interval et les deux que vous connaissez, neckbore, vous voyez ici interrompu. Ça veut dire que ça peut être plus d'un. Il peut avoir 5 voisins, il les met là, il les aligne ici. D'accord? Neckbore, ainsi de suite. Interrompu veut aussi dire éventuellement, s'il en a, il peut ne pas en avoir. Mhm. Donc, je reprends. The Hello protocol is responsible for netball discovery and maintenance for two-way communication between netballs, comme nous avons vu sur la représentation. C'est bon de préciser la communication dans les deux sens parce une fois que le lien est établi ou bien les rôles sont établis, la communication devient asymétrique parce que c'est surtout le routeur désigné qui va donc envoyer les paquets vers les autres. C'est lui qui publie les informations d'état sur l'infrastructure. Alors, l'élection du routeur désigné, ce routeur particulier dans la situation, OK? A designated router is selected based on the priority value. Avec STP, nous avons dit c'est l'identifiant qui détermine. L'identifiant qui est composé de la priorité et de l'adresse MAC, n'est-ce pas? Alors ici, ce n'est que la priorité. Claire? Ce n'est que la priorité. Alors, vous voyez, dans cette configuration, nous avons notre broadcast naturel, c'est-à-dire les routeurs A, B et C, qui sont effectivement sur une infrastructure de nature broadcast, et l'autre broadcast particulier composé uniquement d'une liaison entre les routeurs. Vous voyez, priorité, je crois que c'est la valeur par défaut ici.
Et c'est le même sens d'interprétation, la plus petite valeur ayant représentant la plus grande priorité, 255, ici DR, apparemment c'est pas ça, parce que si DR a 255, ça veut dire que on interprète dans l'autre sens. Donc par rapport à ceci, priorité 0, nous allons vérifier ça, vérifier dans le document. Je ne sais pas si la priorité est interprétée dans l'autre sens ici, à savoir proportionnelle à la valeur. Ok, je viens de vérifier. C'est plutôt opposé à ce que nous avons habituellement, à savoir que la plus grande valeur représente la plus grande priorité. Je dis bien la plus grande valeur représente plutôt la plus grande priorité. D'accord? C'est ça. Donc le DR ici qui a 255 est prioritaire par rapport prioritaire dans le cadre de l'élection du routeur désigné par rapport à B qui a 1 et 0. Et dans les équipements Huawei, par défaut, c'est la priorité 1. C'est 1. Autre chose, il faut dire que la priorité, c'est par intervalle, par interface, pardon. C'est compris? La priorité est liée à l'interface. Contrairement uniquement au niveau des switches, pour le spanning tree, il y avait d'abord la priorité de l'équipement et ensuite la priorité de l'interface. Nous avons dit que nous pouvons jouer sur l'élection de la racine, soit en modifiant la priorité du switch, ça c'est au niveau global, ou en allant spécifiquement modifier la priorité de l'interface. Surtout, nous avons exécuté cela quand nous avions deux liaisons qui se valaient, deux liaisons physiques qui se valaient. Alors, le backup designated router, c'est toujours l'élection. The backup designated router forms agencies with all other routers and will become the DR if the existing DR fails. C'est ce que j'ai dit. Le DR ne devient actif que lorsque actif dans le rôle de DR, le BDR, pardon, ne devient actif dans le rôle de DR que lorsque le DR est tombé en panne, est devenu indisponible. Oui, donc la situation ici où nous avions trois routeurs, tout s'est décidé entre eux là-bas, 0, 1 et 255. Le 255 est devenu DR, priorité la plus élevée. Il reste à choisir le BDR entre les deux restants. Ça fait donc priorité 1 contre priorité 0, n'est-ce pas? Donc, DR, BDR. Lui, il entretient des relations en veille, hein, des relations d'adjacence qui sont en veille. Et si celui-ci venait à être indisponible, alors là, il prend le rôle de DR. Alors, la synchronisation de la base de données, d'accord? Je ne veux pas entrer dans les détails sur le chronogramme, comment ça se passe. Il y a un tableau dans votre document. Je ne sais pas, vous avez une version plus récente là. On va voir les types de paquets OSPF. Regardez bien ce tableau-là. Ils aiment bien revenir dessus. Quels sont les types de messages ou bien de paquets
OSPF. D'accord? C'est tout ce que je vais vous demander de regarder là-bas. Neck boring routers form a master-slave relationship. Okay? Donc, une relation de maître-esclave entre les routeurs voisins. Database description, il faut préciser là en ce moment aux voisins qui sont devenus adjacents parce que l'échange d'informations se passe entre des équipements adjacents, des équipements, des routeurs entre lesquels il existe des relations d'adjacence. Database description packets contain link state advertisement header information. Oui, comme nous avons vu dès le début, le paquet qui porte les informations sur l'état du réseau, link state advertisement header information. Non. Alors, nous avançons. Establishing full agency. Missing or never or newer instances of LSA are requested using link state requests. Ça, c'est dans le cadre de la communication. Ça doit être un échange fiable. Au cas où une information, un paquet venait à se perdre, ce qui n'est jamais exclu dans une infrastructure de communication. D'accord? The entire requested LSA is sent as an update. Donc, vous voyez ici ce routeur qui a envoyé une requête. Il demande quoi? Les informations d'état qu'il n'a pas à sa disposition dans sa portion de données. Et l'autre lui balance toute la base de données, en fait tout le contenu de la portion de la base de données disponible à son niveau. Donc, link state request, link state update. Okay? Link state update, c'est en fait un cas particulier, une mise à jour de LSA. Donc, LSU, link state update, est d'abord un LSA. LSA, je lis en français. D'accord? C'est en fait un LSA de mise à jour, d'actualisation à la requête de l'autre. Alors, nous arrivons maintenant à ce que vous, aux choses que vous allez pouvoir influencer, parce que l'échange entre les routeurs, c'est automatique, vous avez vu hier. Dès que le contact est là, le message qui remplissait l'écran. D'accord? Mais par contre, les métriques utilisées par ces routeurs dans ce cadre sont modifiables par l'administration. Donc, OSPF metric, je dis on peut mettre le pluriel. On dit quoi? The cost metric is based on the formula 108 over bandwidth. Donc, quand vous avez une liaison, par exemple ici, Ethernet, c'est 10 mégabits par seconde. D'accord? Là, face Ethernet, c'est 100 mégabits par seconde. Et là, OK, gigabit Ethernet. Vous avez des liaisons comme ça. Alors, OSP va calculer automatiquement le coût à coller à la liaison selon la formule 100 divisé par la largeur de bande en mégas. OK? Ça veut donc dire que le face Ethernet, ça
tombe bien parce que OSPF est né à peu près au même moment où la technologie face Internet dominait. Donc 100 divisé par 108 divisé par 100, on aura donc 1. Ça veut dire que euh, la capacité d'une liaison face Internet devient la référence. OK? Nous avons vu Internet donnerait combien? Ici 10. Et là, euh, 0,1 ou bien 0. Il ne travaille pas avec la virgule. D'accord? On ferait 0 ou gigabit Ethernet si on respecte effectivement cela. Maintenant, il y a la possibilité de changer de cette référence. Vous voyez ici dans cette commande, et là je passe aux commandes. OSPF, vous voyez, et nous sommes sur le processus que nous voulons, le processus standard 1. Nous mettons la référence de bandwidth de largeur de bande, c'est 10 000. Peut-être 10 000 mégas. Si nous sommes dans un environnement avec des 10 gigabits Ethernet, essentiellement, en prenant cette référence 10 000, je crois donc que le coût d'une liaison devient 1. Bon à manipuler ou bien à gérer. Pourquoi est-ce que nos liaisons gigabit Ethernet, je ne sais pas si vous avez fait l'expérience, je vous avais dit, arrivez, vous prenez une petite topologie, même avec 3 routeurs, ok? Vous mettez Ethernet ici simplement, et le reste, vous mettez gigabit Ethernet comme nous avons toujours mis. Ou bien vous mettez face Ethernet, non, vous n'allez pas trouver face Ethernet. Mais vous, on peut fixer la vitesse d'un port de façon manuelle. Mais je ne crois pas qu'ils puissent donc prendre ça en compte, c'est-à-dire cette fixation manuelle. En tout cas, mettez gigabit, gigabit, vous voyez ce qu'il va coller ici. Il colle un ici comme coût pour cette liaison, et ici, il va coller certainement 100. D'accord? Parce qu'il a pris gigabit Ethernet comme référence. C'est-à-dire, vous avez vu dans nos tables de routage. Vous avez dit donc que par défaut, donc, on utilise une autre référence. Voici la formule prévue par OSPF. Maintenant, si vous voulez, pour des raisons de confort, pour ne pas avoir zéro, vous êtes dans un environnement où vous avez essentiellement gigabit Ethernet. Vous voulez prendre le gigabit Ethernet, c'est-à-dire le coût 1 pour une liaison. Alors, modifiez tout simplement la référence à utiliser à l'aide de cette commande. Donc, bandwidth reference 10,000, par exemple. Je crois que c'est en mégas, un peu comme vous avez ici. Donc, ce sera la largeur de bande divisé par, qu'est-ce que je dis 108 divisé par la largeur de bande. OK. Si vous prenez là donc comme référence, il va faire remplacer 108 par cette référence. Ça va faire donc 10 000. Et vous avez une liaison 10 gigabits Ethernet, ça va faire aussi 10 000 ici. 10 000 mégas. 10 000 mégas sur 10 000 mégas, ça fait donc 1. Et l'autre commande ici, vous pouvez influencer le coût, forcer le coût, c'est-à-dire vous imposer le coût, toujours, vous comprenez, pour discriminer les routes, n'est-ce pas? C'est très semblable à ce que nous avons fait au niveau inférieur avec les switches. Quand je force ceci, donc, j'impose, quel que soit, même si c'est 10 gigabits d'Ethernet, ça, ça débranche la formule automatique de calcul dont j'ai imposé parce que je veux atteindre un certain comportement. Okay? Donc, deux choses, donc, qu'est-ce que nous apprenons sur cette diapositive? Deux choses, deux commandes de modification ou bien de management des métriques utilisées par OSPF. On peut changer la référence globale, ici de calcul de coût des liaisons.
On peut modifier le coût d'une liaison. On agit sur l'interface correspondante. OK, nous pourrons revenir, ça ressemble à notre topologie d'hier. OK, dans la table de routage, nous avons déjà vu la commande de, euh, de visualisation de la table de routage, c'est clair. OK, et ici, c'est une topologie sur laquelle on a déployé OSPF entièrement, je crois. Alors, où est le 10? Oui, nous voyons le 10, 8. On peut y arriver par OSPF en passant par où? Nous partons, nous sommes sur le routeur C. Où est-il? Le voici. Alors, nous pouvons y aller en passant par le 101.4. Je suppose que c'est lui ici. Oui. Attendez un peu. Comment je veux? Il n'y a que les adresses réseau ici. On est bien sur le C. Donc, 192.1, c'est plutôt ici. OK. Dans 192.4, je suppose, c'est dans ceci. En passant par gigabit Ethernet 0, c'est là. OK. Une seule route. Pour le 20, voici, sur le routeur B, on peut y aller toujours en passant par le 101.4, donc comme ça. OK. Je dis bien. Voilà l'itinéraire, la route. On dit toujours en sortant par gigabit Ethernet 0. Donc, le gigabit Ethernet 0, là, c'est ici. Le 192.168. Nous avons appris quelque chose hier. Les deux possibilités de configuration d'une route indiquer l'interface ou bien le next up. Nous avons vu hier que ça peut jouer un sale tour quand nous utilisons plutôt l'interface. OK. Alors, il y a une autre route. Nous voyons, on va passer par où? Toujours pour aller au 20. Cette fois-là, en passant par le 2.1. 2.1, c'est là, quelque part ici. En sortant par gigabit Ethernet 1. Donc, gigabit Ethernet 1, c'est bien là-bas. C'est clair. Donc, si nous activons OSPF sur cette topologie, nous aurons cet extrait-ci dans la table de routage. C'est bien cohérent avec ce que nous avons là. Donc, qu'est-ce qui est dit? Each router calculates the shortest path to all other networks. C'est ce qu'il y a de formidable là, en fait. La diffusion de l'état du réseau est limitée. C'est-à-dire que ce routeur ne va pas aller, par exemple, ne va le C là, ne va pas recevoir, par exemple, les informations d'état, les link state, advertisement ou bien update de R de E, parce qu'ils ne sont pas de voisins, encore moins des voisins adjacents, n'est-ce pas? Non. Éventuellement, c'est ça. Entre les. Voici les deux voisins potentiels de C. Et là-dedans, ils peuvent être tous dans des relations d'adjacence. Et c'est ce qui va arriver ici dans le cas. Ça va faire deux relations d'adjacence. Donc, tout l'échange va se limiter à cette portée-ci, ou C, ou ce qui est de C. Dans le cadre de OSPF, C n'aura affaire qu'avec A et D. Par contre, les informations qui lui arrivent, qui sont relayées par les deux, lui permettent de calculer les routes à travers toute l'infrastructure. Ça peut continuer ici. Donc, vous voyez, c'est une sorte de tandem, n'est-ce pas? Je relais l'information à mon voisin, je communique l'information à mon voisin.
Mon voisin relaie à ses voisins relaient à leurs voisins. Voilà comment donc les informations d'État circulent à travers l'infrastructure pour permettre en définitive aux équipements d'avoir toutes les routes. C'est quand même impressionnant. Et quand nous vivons, comment ça fonctionne sur le terrain. Ok, revenons ici. Je vais en parler rapidement maintenant sur l'organisation de OSPF. Nous avons dit il y a deux grands groupes de protocoles. Deux groupes, ce n'est pas deux grands groupes, deux groupes de protocoles de routage. Il y a les protocoles IGP, je reviens dessus. Il y a les IGP qu'il faut déployer à l'intérieur des systèmes autonomes. Donc ça, c'est ici un système autonome, Autonomous System. J'ai voulu changer cette couleur. Et toujours ici, c'est IGP, système autonome. D'accord? Voilà deux systèmes autonomes. Quand vous voulez relier les systèmes autonomes, c'est un autre type de protocole, les EGP. Inter AS. Hein? Nous traversons la frontière de AS, donc il nous faut des protocoles IGP. D'accord? Nous avons dit que OSPF, j'ai cité les trois que vous rencontrez aujourd'hui, sont dans cette catégorie. Vous n'allez pas déployer OSPF ici, entre des systèmes autonomes. D'accord? Alors, maintenant, une infrastructure d'entreprise peut être très grande. Un AS est équivalent d'un réseau d'entreprise. Un réseau d'entreprise part aujourd'hui de deux machines connectées à des milliers de machines connectées dans la même infrastructure. Compte tenu donc de cette taille qui peut être importante, on a prévu la possibilité de structurer encore le routage à l'intérieur d'un système autonome en introduisant la notion de zone, areas, notion de zone. D'accord? Quand votre réseau est simple, vous créez une seule zone. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul niveau. Il n'y a pas de hiérarchisation dans votre réseau, n'est-ce pas? Voilà donc un tel réseau est appelé Single Area Network dans le jargon de OSPF. A Single Link State Database for the Administrative Domain. Donc, ça c'est en fait les conséquences au niveau de l'implémentation. Si vous, une seule zone, ça veut dire une seule base de données. Donc, toutes les informations de routage sont conservées dans une seule base de données. Pour tout le domaine administratif ou bien domaine d'administration, ça veut dire AS là. Any area number can be assigned, but area 0 is recommended. C'est même obligatoire. Je ne sais pas s'il va accepter même. On dit que on peut attribuer un numéro quelconque à la zone quand on a une seule zone, mais il est recommandé d'utiliser le 0. Et nous allons comprendre quand nous allons parler du cas de plusieurs zones, c'est-à-dire une infrastructure qu'on a organisée en plusieurs zones OSPF. OK? Donc, retenir que si le réseau, la taille du réseau n'est pas importante, on peut organiser le routage en une seule zone à l'intérieur de l'AS, à l'intérieur de l'entreprise. Alors, si donc
on a affaire à une infrastructure de taille consistante, c'est clair, on passe à une structuration qui mérite ce nom. Et le moyen de structuration, c'est les zones, comme nous avons dit. Voici donc un déploiement de OSPF avec plusieurs zones. Il y en a combien? 4. Et la conséquence, nous avons dit tout à l'heure que quand on implémente une seule zone, ça veut dire que on va utiliser, en fait, il y aura une seule base de données des topologies, de la topologie de l'infrastructure. OK? Maintenant, si c'est plusieurs zones, qu'est-ce qui est dit ici? Areas build separate LS databases, link state database. Donc, une base de données par zone, naturellement, et qui vont être connectées. Euh, globalement, c'est une base de données distribuée au niveau de, du système autonome. Donc, concrètement, il y aura une base de données par zone. Ça fait donc 4 bases de données ici. OK? On dit pour minimiser l'impact de la modification de topologie. Vous comprenez cela? C'est l'un des avantages de cette structuration. Je citerai en premier la nécessité pour l'être humain d'avoir la maîtrise sur l'infrastructure. Un peu comme pour les adresses IP. Nous avons dit qu'on fait le sous-réseautage parce que on est devant une infrastructure trop grande, on a envie d'insérer une certaine structure pour pouvoir, par exemple, différencier les sites à partir des adresses IP. C'est la même chose ici. L'infrastructure étant consistante, au lieu de verser tous les routeurs, peut-être une centaine ou plus, dans une seule zone OSPF, nous essayons de découper, de structurer l'infrastructure en plusieurs zones, comme vous voyez là. Et donc, en second point, au niveau des avantages, ça minimise, la structuration va minimiser donc le trafic de routage. Pourquoi? Parce que, étant donné qu'il y a une base de données par zone, s'il y a un changement, une modification de l'état du réseau ici dans une zone, l'information va se propager uniquement dans la zone. C'est-à-dire la base, ce n'est que la base de données de la zone qui va être diffusée ici. Si cette liaison tombe en panne là, nous sommes dans la zone 0, c'est uniquement la base de données de la zone 0 qui va donc circuler. Alors que si tout ceci était une seule zone, modification de l'état du réseau ici, l'information doit se propager partout. L'information doit se propager partout là-bas. Donc, deux grands avantages de la structuration du routage à l'intérieur du système autonome. Alors, nous regardons rapidement les commandes. Nous avons déjà fait hier. Donc, vous créez le processus OSPF, en fait, en indiquant l'identifiant du routeur. Je l'ai encore dit tout à l'heure, si vous omettez ceci, lui, il va choisir l'identifiant. Après, vous devez créer la zone. Nous avons dit tout à l'heure, la première zone à créer, c'est la zone 0. Même si vous avez si vous avez une seule zone, ça va être la zone unique. Si c'est plusieurs zones, vous allez créer les autres à côté. Alors, ce que je vais dire ici maintenant, attention, numéro de processus. Ici, c'est un peu comme MSTP. Je vous avais dit qu'en introduisant MSTP, on crée des vues logiques. On a la possibilité de créer des vues logiques différentes de l'infrastructure. C'est la même chose aussi. Vous pouvez faire tourner plusieurs processus OSPF sur un même routeur. Pourquoi? Parce que vous voulez mettre
deux réseaux dans le premier processus, trois autres réseaux dans l'autre. Vous avez un routeur qui a 5 réseaux attachés là. D'accord? Vous mettez celui-ci. Et là, dans le processus 1, alors le processus 1 ne va pas voir les autres réseaux. Donc, il ne pourra pas informer les autres de l'existence de ce réseau. Maintenant, vous mettez les autres dans un processus 10, par exemple. Alors, le processus 10 va voir les 3, mais ne va pas voir les 2 premiers. Quand vous irez sur l'autre routeur B, créer encore le processus 1, vous lui mettez 2 réseaux. Alors, vous avez donc là, entre les deux, la portion de réseau constituée des 2 routeurs. Il y a 2 ici, 2 là-bas. Donc, il n'y a que 4 réseaux vus par le numéro 1, le processus 1. Si sur ce routeur, vous avez encore 3, vous mettez aussi les 3 dans le processus 10, alors ça fait 6 réseaux. Vous voyez, en fait, du point de vue logique, c'est des réseaux différents qui sont là. OK? Des réseaux différents qui sont là, synonyme de... Oui, quand je dis des réseaux différents, ça veut dire que c'est des routes différentes. Donc, un network command defines the network to be advertised. Donc, de l'explication de ces commandes, nous l'avons déjà utilisé. Je ne vois pas, il n'y a rien de particulier, surtout pas de compliqué là. Alors, vérification de la configuration, c'est ce que nous allons utiliser dans le prochain TP. Regardez les relations entre les routeurs. Display OSPF-PS. D'accord? Vous faites ça sur un routeur. Il va vous montrer avec les interfaces. Alors, il vous dit ici, par exemple, que ce routeur RTA se trouve dans la zone 0 avec l'interface gigabit Ethernet 0, l'adresse IP étant 192.168.1. OK? Et quand a comme voisin le routeur 2222, OK? Avec l'adresse correspondant, l'adresse d'en face 192.168. OK? Bon, maintenant, les autres, master priority is, and so on. Ce qui nous intéresse ici, le routeur désigné, le 2, clair? Donc ici, c'est le 2, le deuxième routeur qui est routeur désigné dans cette relation. Si vous voulez, je mets là. Vous n'avez vu. Ça, c'est le A, le RTA. Et ça, c'est le RTB. Alors, nous lisons ici qu'il a pour identifiant le 111, comme nous avons vu. OK? Alors, il est dans la zone 0 avec son interface ici, le gigabit Ethernet 0, dont l'adresse IP est ça. Et on nous dit qu'il a comme voisin. S'il y avait plusieurs voisins, ça allait figurer ici après, les autres, avec les autres interfaces. Parce que s'il a une autre interface, alors l'information relative là va venir après ceci. Ça, c'est pour l'interface, donc là, ici. Il dit qu'en face, il a quoi? 192.168.1.2. Donc, c'est cette interface. Et donc, dans cette relation-là, nous avons dit que c'est du broadcast particulier entre les deux là. Qui est routeur désigné? C'est le 1-2. Donc, c'est celui-ci qui est routeur désigné. Et forcément, donc, l'autre devient le routeur désigné de backup. Donc, vous avez vu. Et là, maintenant, les statistiques. OK, retenez bien la commande que nous allons utiliser en TP. OK. Alors, l'authentification, je crois que c'est bien ça. C'est ici. OK.
Alors, nous avons expliqué comment OSPF fonctionne de façon autonome, permet de déterminer les routes à travers l'infrastructure. Cela, ok. Maintenant, il y a un problème de sécurité. Quand vous avez un port de routeur, là, les deux s'y sont connectés. Dès qu'on a activé OSPF, ils se découvrent et commencent à communiquer entre eux, n'est-ce pas? Alors, imaginez un criminel vient ici brancher son routeur. Ceci nous vous conduit dans le reste de votre réseau. Alors, un attaquant vient ici maintenant, il a accès ici, il coupe son routeur, et il prend le câble, il met ici, et derrière lui, c'est l'enfer, n'est-ce pas? Il active aussi OSPF, justement, il a eu des informations de la même façon. Et dès qu'il branche, alors celui-ci établit une relation de voisinage et peut communiquer. Et communiquer, recevoir donc, ça veut dire propager des informations sur le reste du réseau qui est ici derrière lui. Donc, je dis propager ces informations donc, vers une mauvaise destination. Là. Pour cela, en fait, comme solution à ce risque, on introduit l'authentification entre les équipements. La commande, c'est quoi? OSPF Authentication. Vous voyez bien que nous sommes sur une interface précise. Vous pouvez aller uniquement sur des interfaces sensibles à activer l'authentification. Vous n'êtes pas obligé d'activer partout sur l'infrastructure. On peut activer l'authentification de façon sélective. Sélective par rapport aux équipements, c'est-à-dire on choisit les équipements sur lesquels on réalise l'authentification. Aussi sélective par rapport aux interfaces. Je peux venir ici, cette routeur a combien? Une, deux, trois, quatre interfaces. Peut-être c'est l'interface qui passe par un câble dont je n'ai pas pour lequel je n'ai pas de contrôle. C'est-à-dire que quelqu'un d'autre peut venir effectivement toucher au câble comme ça. J'implémente l'authentification ici, j'active l'authentification uniquement là-bas et je laisse ceci fonctionner sans authentification. Donc c'est une bonne option, authentification sélective, comme je dis. Okay? Alors, terminal debugging pour la validation, vous allez regarder, c'est en TP. Et quand vous voulez suivre effectivement l'échange entre les routeurs, ça se passe quand il y a diagnostic. Debugging OSPF packet. Donc, vous allez regarder ce qui est transporté effectivement dans les paquets d'échange d'état du réseau que les routeurs font circuler entre eux. Alors, une autre possibilité après l'authentification, c'est l'interface en mode silence, ou bien l'interface qu'on rend silencieuse. La commande, c'est la silent interface. Okay? The silent interface command prevents an interface from forming network relationships with peers. Ça veut dire quoi? Pour une raison ou pour une autre. Il peut avoir un routeur ici effectivement connecté ou bien c'est une interface non occupée que vous envisagez occuper plus tard pour qu'entre-temps quelqu'un ne fasse pas je ne sais quoi là-bas. Vous lui dites de ne pas participer à OSPF. Ou bien ici, vous avez peut-être des liaisons qui se valent comme ça. OK? Vous voulez tout simplement donc une liaison physique qui se valent entre les routeurs. Vous voulez utiliser une seule, peut-être ceci, c'est backup, je ne sais quoi. Vous dites à cette interface de rester silencieuse, donc de ne pas établir des relations de voisinage avec les autres pour pouvoir échanger des informations au SPF. Okay. C'est bon d'utiliser un TP cela pour vivre. Ça arrive rarement peut-être qu'on ait recours à ce genre de commande.
c'est bon de savoir que ça existe et c'est bon aussi de les expérimenter. Alors, euh, validation de la configuration, et c'est ce que nous allons display OSPF 1 interface. Donc, c'est pour lui dire de montrer, d'afficher les informations sur l'interface OSPF processus 1 sur une interface particulière. Beaucoup de spécifications. Si vous dites display OSPF, tout simplement, il va prendre tous les processus OSPF. Quand vous avez effectivement plusieurs processus configurés. Maintenant, pour faire la restriction, vous indiquez le processus et il peut avoir peut-être trois interfaces qui sont dans le même processus OSPF, mais c'est seulement une qui vous intéresse, parce que oui, vous soupçonnez peut-être quelque chose là, vous êtes en diagnostic, donc vous spécifiez l'interface, vous lui dites d'afficher des informations OSPF relatives à l'interface gigabit Ethernet 0, tout simplement, ou bien précisément. Et c'est ce que nous avons retrouvé tout à l'heure. D'abord, l'entête, c'est valable. OSPF processus 1 avec le routeur. Donc, processus 1 sur le routeur 1111. Alors, si vous allez sur le routeur 444, il va écrire ici processus 1. Parce que ce processus aura le partenaire sur tous les autres routeurs que vous voulez mettre dans ce réseau logique. OK? Et donc, il vous donne ce gigabit Ethernet 0 a pour adresse IP 111, comme nous avons vu tout à l'heure. Le coût, c'est 1, hein, des informations que vous pouvez modifier. La priorité, c'est 1. La priorité, c'est aussi par interface. Okay? State, DR. Donc, dans la relation OSPF, relation d'adjacence là-bas, cette interface est DR. Okay? Et c'est ce qui redonne encore ici à travers l'adresse IP. Designated router, c'est là, email adresse. Backup designated router 00, c'est-à-dire qu'il y a personne. OK? Il n'y a pas de backup là-bas. Alors, nous arrivons à la fin de ce module, très important et naturellement et donc plus long que les autres. What is the purpose of the dot interval in IP header? Vous avez retrouvé? Vous vous rappelez? Nous avons dit que c'est la période de renouvellement des paquets de salutations, hello packets entre les routeurs. L'échange, le contact est renouvelé périodiquement. Par défaut, c'est 40 secondes, je crois. 40 secondes ou OSPF. In a broadcast network, what is the multicast address that is used by the designated router, the backup designated router for listening for link state update information? Vous allez regarder cela dans votre document. D'accord? Et cette adresse, nous avons déjà vu les classes d'adresse IP. Ça ne pourra être que dans la plage des adresses de groupe. C'est la classe quoi? Il y a 5 classes A, B, C, D. Dans la classe D, rappelez-vous la classe D. Cette adresse doit être la classe D. Après, E, c'est la classe des adresses réservées. N'est-ce pas? Donc, vérifiez bien que c'est la classe D. Voilà l'adresse en question.
224 006. 224 006. D'accord? OK. Thank you. Voilà. Ce module très important. OSPF reviendra toujours et représente aussi une bonne portion dans l'examen de certification. Et vous avez vu, nous avons bien fait de commencer par NTP et j'espère, je suppose que ça vous a aidé à comprendre les concepts relatifs à OSPF que nous venons de présenter. Nous allons en prendre une petite pause et avant cela, je vais encore vous passer le contrôle du microphone pour le cas où il y a des questions. Je crois que c'est fait. S'il y a des questions, vous ouvrez le microphone et vous parlez. Y a-t-il des questions? Oui, monsieur. Oui, bonjour. Oui, monsieur, hier, je n'ai pas pu exécuter la commande pour choisir la route par défaut, monsieur. Concernant le Comment? TP, concernant le TP qu'on a fait hier, monsieur, je n'ai pas pu exécuter la commande défaut route adversaire. Ah, Monsieur, ça n'a pas marché chez moi. parce que vous n'avez pas de topologie ou bien quoi? Je ne Vous sais avez pas, bien monsieur. la topologie que nous avons utilisée. Oui, monsieur. Est-ce que vous avez d'abord déclaré la route par défaut? Parce que Oui, monsieur. si vous voulez publier une route qui ne marche pas, qui n'existe pas, ça ne va pas donner. C'était le routeur 4, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Et qu'est-ce qu'il dit? Un message d'erreur? Oui, monsieur. Non, ça ne peut pas se faire. Regardez la commande. Lorsque j'ai fait le ping, monsieur, le ping de RE vers RE5, ça n'arrive pas. Mais attendez, est-ce qu'au niveau du R4, vous pouvez atteindre tous les réseaux qui étaient derrière R5? Oui, Parce qu'il faut monsieur. d'abord qu'à partir du routeur qui partage l'information sur la route par défaut, que ça puisse marcher. Est-ce qu'à Oui, partir de R4, vous touchez tous les réseaux là? oui, monsieur. Maintenant, est-ce que quand vous allez dans la table de routage d'un des routeurs, vous retrouvez cette route partagée? Oui, monsieur, j'aime bien la route partagée. Non, ça ne peut pas exister et ça ne fonctionne pas. Parce qu'au niveau du R4, c'est cette route qui vous permet d'atteindre R5 et ses réseaux. Oui, Quand vous monsieur. partagez donc et vous voyez dans la table de routage de l'autre, ça veut dire que la commande a fonctionné. Oui, Vous monsieur. avez vu, j'ai fait le tour des trois autres routeurs, on a retrouvé la nouvelle entrée, Oui, la route monsieur. par défaut. Si c'est déjà là-bas, ça veut dire que la commande a marché. Et si ça avait marché, ça veut dire que votre, je dis si le ping avait fonctionné au niveau du R4, ça veut dire que la route par défaut était bonne. Donc, ça doit marcher. Il n'y a plus rien qui l'empêche. Si vous m'aviez dit que vous n'avez pas retrouvé cette entrée dans la table des autres routeurs, alors ça pouvait dire que du côté OSPF, il y avait un problème. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de connectivité entre le R4 et les autres routeurs. Maintenant, vous avez retrouvé, ça veut dire qu'il y avait connectivité du côté OSPF, donc rien ne peut s'expliquer que ça ne marche pas. Donc regardez bien, vous êtes en train de commettre peut-être une erreur au niveau, je ne sais pas si c'est au niveau de l'adresse que vous avez tapé dans le ping. Vérifiez encore ce que vous saisissez. D'accord? D'accord, monsieur. Mhm. Une autre question? Y a-t-il des questions encore? Ok, je me rends compte que nous sommes déjà pratiquement à 11 heures. Donc, ça va suffire pour aujourd'hui. Hein? Oui, surtout avec ce que nous avons fait là.
prenez le temps pour passer rapidement en revue cet important module. Il était 2 fois plus long que les autres modules. C'est pour ça que nous lui avons investi près de 2 heures de temps. 2 heures de temps net. OK? Et je crois que vous emportez beaucoup d'informations sur OSPF. Il faut bien asseoir cela. Et nous allons prendre un TP complexe, peut-être demain déjà, oui, pour vous permettre un réseau avec plusieurs zones OSPF pour que ça marche. Et après cela, nous passerons à autre chose. Mais les autres TP vont nous amener toujours à utiliser OSPF. D'accord? Voilà donc, s'il n'y a plus de questions de votre part, il ne me reste plus qu'à vous dire merci pour ce matin et bonne journée. À demain à 9 h. Mais c'est sûr, mais... Bonne journée, prof. Non, on a fait ça très loin. Jude. C'est souillant, hein? Pas encore gagné. Les trucs que vous faites et que moi j'ai hors sujet là, c'est souillant. Les gars, tu es sûr? À 51. Tu n'as plus organiser. J'ai fait quoi? Rien. Tu dis que je n'ai plus fait quoi?